Très bien. Eh ben, je vais laisser la place à M. Patrice Geoffron pour son intervention. Merci beaucoup, merci Jean-Charles. Vous avez compris que moi je ne sors pas d'école. Je suis content d'y retourner, même si c'est un environnement que je pratique étant prof dans une université, donc à Paris, l'université de Dauphine, dans laquelle on travaille beaucoup sur ces questions. On a un centre qui est spécialisé sur les questions d'énergie, de matières premières, dans la transition énergétique, dans les questions également d'économie du CO2, de changement climatique. Donc tout ce bazar qui va nous occuper une partie de la soirée, avant qu'on puisse discuter ensemble autour du pot qui suivra. La règle du jeu, c'est qu'il n'y a pas de règle du jeu, donc vous m'interrompez. On a, si j'ai bien compris, 1h30 devant nous. Il faut que je regarde un peu l'heure. Jean-Charles me fera sans doute des signaux. Mais on est là naturellement pour échanger autour de cette thématique de la formation des prix. On a compris notamment via ce qui vient de nous être dit sur l'outil Enerprix que évidemment on est face à des questions cruciales. Et c'est des questions qui, pour mieux les comprendre, suppose de prendre un peu son élan. On est à l'heure actuelle dans un grand débat en France qui s'achève sur la transition énergétique. La formation des prix ne va pas être indépendante naturellement des incitations qui sont au cœur de cette loi. Et puis, elles ne sont pas non plus indépendantes naturellement, ces évolutions, des grands fracas du monde qu'on observe à l'heure actuelle. La dernière fois que j'ai eu à faire ce type d'intervention, c'était à Mulhouse, il y a 6 mois avant l'été, en partenariat également avec GRDF, et en repassant mes slides et en essayant de faire des modifications, on a pu voir combien en 6 mois, avec la loi qui clarifie un certain nombre de choses, mais également avec tout ce bazar sur les prix du pétrole dont on va parler, également par voie de conséquence sur les prix du gaz, et bien à quel point, l'espace de 6 mois, les choses avaient évolué. Donc Eric nous disait, on ne prédit pas l'avenir. Je suis surtout pas là pour prédire l'avenir, mais pour essayer d'échanger un peu avec vous sur la compréhension qu'on peut avoir de ces phénomènes. Alors, ce qui suppose naturellement de les replacer dans le contexte. Il y a un contexte assez nouveau, cette histoire de transition énergétique, finalement, on en parle depuis assez peu de temps. Moi, mes étudiants, je commence à être un vieux prof, mais je parle de transition énergétique avec mes étudiants depuis, disons, 2010. On a un point de repère. La loi sur la transition énergétique et la croissance verte, elle fait suite à un débat national sur la transition énergétique, mais tout ça fait suite à 2 lois sur le Grenelle de l'environnement. Dans le Grenelle de l'environnement, on ne parlait pas de transition. Tout à coup, la question de la transition s'est imposée un peu partout. Elle nous vient via le Japon, Fukushima et l'Allemagne, etc. Et puis, par ailleurs, des engagements européens dans ce domaine qui sont assez pionniers au niveau international. Donc, on est en pleine transition. Et donc, la première chose utile qu'on peut faire, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on entend par transition et puis en quoi la transition dont nous parlons à l'heure actuelle est différente de ce genre de choses qu'on a déjà vu par le passé. Il me semble que je n'ai pas le monopole des cheveux blancs. J'en vois dans les premiers rangs notamment, et donc au moins les gens qui ont au moins mon âge se souviennent de ce genre de choses. Donc ça, c'était un système de distribution qui faisait un peu le boulot de GRDF, sauf qu'on a mis du charbon. Et puis il y avait un paysage minier derrière, et naturellement on est dans des régions où on connaît cette histoire. Tout ça, c'est pas si loin de nous, ça remonte à une trentaine, à une quarantaine d'années, c'est sorti du paysage. Donc il y a eu de grandes transformations. Et la grande transformation qu'on a devant nous, elle est à la fois de cet ordre, mais en fait d'un ordre de complexité, de difficulté, qui est plus élevé encore. Donc la transition énergétique dite bas carbone, parce que ça va supposer de faire ça. Alors là, il faut qu'on s'accroche, il y a pas mal de slides, de graphiques. Moi, je suis économiste, donc j'adore les chiffres. Mais le contrat avec vous, c'est que derrière chaque slide, on essaie ensemble de débusquer l'idée directrice qui souvent est une idée simple à partager avec vous. Et encore une fois, vous êtes là pour parler autant que moi. Donc n'hésitez pas à m'interrompre. Donc pourquoi cette affaire dont on va parler ensuite est bien plus compliquée que l'affaire qui est là, et pourtant, encore une fois, pour l'avoir vue d'assez près dans la région dans laquelle vous vivez, vous savez à quel point cette affaire a été douloureuse. Donc parce que ce qu'on va devoir faire, c'est à peu près ça. Une espèce de looping qui est là. Alors, ce qui suppose de comprendre naturellement ce qu'il y a derrière les axes. Le premier axe, alors attention, c'est un axe qui est logarithmique. C'est le PIB mondial. Donc, le PIB, vous savez que c'est la valeur ajoutée, c'est la manière un peu bébête, mais on ne sait malheureusement pas faire beaucoup mieux, de mesurer la richesse économique qui est créée au niveau mondial, là, en l'occurrence. Et la première idée, entre la période juste avant la première révolution industrielle et maintenant,
nous avons multiplié par 100 la richesse mondiale qui est créée chaque année. Et dans cette même période, on a uniquement multiplié par 10 le nombre d'humains. Donc ça veut dire qu'en moyenne, chaque humain a accès à 10 fois plus de richesses nouvelles chaque année que par le passé. Alors on a bien conscience naturellement qu'on parle d'Europe et qu'on a, nous, par rapport à ça, des avantages spécifiques et que toutes les parties du monde n'ont pas fait x10 en termes d'accès à des richesses nouvelles chaque année. Donc ça, c'est la partie qui est plutôt sympathique. La partie qui l'est beaucoup moins, c'est que cet enrichissement, il s'est fait au prix d'émissions de CO2 dans l'atmosphère qui sont aujourd'hui quelque part, donc c'est des gigatonnes, des milliards de tonnes, aux alentours de 35 milliards de tonnes de CO2 émis chaque année dans l'atmosphère du fait des activités énergétiques. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? On peut retenir que finalement, toute la richesse qui nous entoure, et y compris pour un pays comme la France qui est très nucléarisé, est une richesse qui est très fortement indexée sur le carbone. Et en fait, on ne connaît pas dans l'histoire humaine, sur une période aussi courte, 2 siècles, c'est pas grand-chose, de mode de création de richesse aussi ramassé sur une période, encore une fois, aussi courte. Auparavant, on n'émettait pas de CO2 parce qu'on utilisait de la biomasse. Vous connaissez naturellement le cycle de la biomasse. Tant qu'on garde le stock à peu près stable, on émet du CO2 lorsqu'on brûle le bois, et puis tout ça est recapturé et sert à la croissance, est un des éléments de la croissance des végétaux. Donc on était à peu près à 0 en termes d'émissions nettes, on est à 35 milliards. Donc jusque-là, tout va à peu près bien. L'histoire finalement qui nous réunit commence au point d'inflexion qui est là. Et ce point d'inflexion, il est théorique, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'on va devoir faire au niveau mondial. On va devoir, en l'espace de 2 décennies, casser, modifier cette relation et continuer à s'enrichir. Ça nous est nécessaire, on le voit bien, en Europe, on est dans une économie en crise, notamment en France, donc on ne peut pas se permettre de créer moins de richesses. On doit créer plus de richesses, mais on doit les créer sur la base d'un modèle qui est un modèle différent et qui ne conduise plus à émettre plus de CO2. On doit donc casser cette relation. Alors à l'heure actuelle, l'histoire, au moment où on parle, elle ne s'écrit pas du tout de cette manière. Il y a plutôt des émissions de CO2 qui continuent à croître et même à croître assez sensiblement, parce que les pays du monde qui sont les plus dynamiques économiquement, notamment les pays émergents, la Chine, l'Inde, etc., ce sont des pays qui s'enrichissent avec les mêmes méthodes que nous. Leur ville d'ailleurs ressemble, Pékin, Shanghai, ça ressemble à Londres au XIXe siècle, donc c'est la capitale finalement à l'heure actuelle du développement mondial qui ressemble à ce qu'était la capitale du développement mondial au XIXe siècle, tout ça basé sur les mêmes méthodes, c'est-à-dire sur le charbon. Donc il faut parvenir à faire ce looping. Faire ce looping, c'est sacrément compliqué, parce que ça suppose finalement en assez peu de temps de casser cette relation et de la faire avec les technologies actuelles. Après 2030, après 2040, après 2050, il y a des tas d'éléments nouveaux qui seront apparus. Avec la recherche, par exemple, on aura peut-être des moyens de stockage de l'électricité qui seront plus performants, notamment en termes économiques, et on pourra combiner du vent, du soleil, du stockage, et on aura résolu beaucoup de problèmes. Mais sauf qu'on n'est pas en 2030. Et ce genre de truc que je viens d'évoquer, on ne sait pas le faire à l'heure actuelle, donc il faut faire avec les moyens du bord, il faut faire avec un point de départ dans lequel aujourd'hui le mix énergétique mondial, c'est pas qu'en France, mais le mix énergétique mondial, c'est un mix dans lequel 80% des énergies de ce mix est basé sur des énergies fossiles, et beaucoup sur du charbon, ce qui naturellement est à peu près le pire du pire. Comparativement, si vous utilisez du gaz pour produire de l'électricité plutôt que du charbon, vous émettez à peu près 2 fois moins de CO2, et puis surtout vous n'émettez pas les cochonneries qui font les pollutions locales et qui font que voilà, Pékin, Shanghai, certaines villes allemandes à certains moments se retrouvent environnées par ces pollutions locales. Donc ça va être assez compliqué, et retenez que ce qu'on a en bas, là, même si on a mis 1750 comme origine, c'est pas l'échelle du temps, c'est l'échelle de la création de richesses. Donc on peut se permettre de créer moins de richesses, et une bonne crise économique, ça peut nous aider à faire le looping, mais en créant moins de richesses. Est-ce que vous savez, parce que je vous ai invité à parler, mais je ne vous vois pas parler énormément, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la seule année depuis la Deuxième Guerre mondiale où on a observé une baisse nette des émissions de CO2 au niveau mondial? C'est fastoche. 74, non. S'il y avait un piège, c'est pas 74.
En plus, vous l'avez dit pas fort, mais je vous dénonce. C'est pas sympa. Bon, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre non plus. 2008, 2009, voilà. 2008, 2009, tout ça c'est la même affaire. Donc c'est la crise. La seule année où au niveau mondial on a eu une baisse nette des émissions de CO2, c'est du fait de cette crise qui est la plus grande crise économique depuis un siècle. Donc il faut faire attention. Derrière tout ça, il y a trois possibilités. La voie qu'on est en train de suivre, qui consiste à émettre toujours plus de CO2, les spécialistes du climat nous disent que ça pourrait nous conduire à la fin du siècle à 4, 5, 6 degrés. On voit d'ores et déjà des choses assez bizarres se produire en termes climatiques, y compris en France. Donc tout ça aurait des coûts et puis induirait des migrations, des guerres sans doute, etc. Donc on est bien content de ne pas voir la fin de ce siècle. L'autre possibilité, si on ne parvient pas à réguler ce phénomène, c'est de faire un lobbying, mais en retournant par là, alors pas jusqu'à l'origine naturellement, mais retenons, ayons bien à l'esprit qu'il peut y avoir une terrible méthode de réduire les émissions de CO2, c'est une crise économique. On le voit bien autour de nous, les usines ferment, le chômage monte, le revenu des ménages baisse, les gens utilisent moins leur voiture. L'Observatoire de la précarité énergétique a rendu son premier rapport il y a quelques semaines et nous dit qu'il y a 5 millions de ménages en France, donc plus de 10 millions d'habitants en France, qui sont en situation de précarité énergétique, donc qui ont du mal à payer leurs factures d'électricité, de fioul, de gaz, sans parler naturellement de la mobilité, etc. etc. Donc, la mauvaise méthode, ça pourrait être de ne pas trouver de solution, de s'enfoncer dans la crise. Et donc, la bonne méthode, c'est celle qui est dessinée là, qui est de créer plus de richesses en modifiant, sauf qu'on ne sait pas exactement comment faire, en modifiant la formule de création de richesses. Alors, il faut bien avoir à l'esprit qu'on est dans une zone du monde qui est pionnière par rapport à ces questions. L'histoire théorique qui est ici, au niveau mondial, eh bien, les Européens sont en train, en réalité, de s'engager dans cette voie. Et nous sommes les pionniers mondiaux dans ce domaine. Alors, le problème, c'est qu'on ne pourra pas sauver le monde tout seul parce qu'on est déjà très efficace et assez peu émetteur. Vous savez que les engagements qui sont pris à l'horizon 2020, c'est d'avoir réduit de 20%, et on le fera. C'est la courbe rouge qui est là, on l'aura fait. C'est de réduire les émissions de CO2 de 20%, enfin de gaz à effet de serre, par simplification, on parlerait généralement de CO2, de les réduire de 20% par rapport à 1990. Sauf que cet effort de 20%, ça n'est que quelques semaines des émissions chinoises. Donc c'est important de le faire parce qu'il faut que tout le monde le fasse. C'est important de le faire notamment pour des raisons de nature industrielle, parce que si on ne prend pas de l'avance dans les filières industrielles, alors c'est à la fois dans la production, mais également dans l'efficacité énergétique, et notamment dans les savoir-faire que vous représentez ici, si on ne prend pas de l'avance dans ce domaine, au moment où les géants mondiaux, les Américains, les Chinois vont s'y mettre, eh bien on aura du mal à les rattraper. Donc c'est important qu'on aille dans cette direction, et puis c'est important aussi parce que des énergies fossiles, on en a très peu. Donc de toute façon, si on ne le fait pas pour sauver le monde, on va le faire pour importer moins de pétrole du Moyen-Orient ou moins de gaz d'endroits assez compliqués avec lesquels on n'a pas forcément les meilleures relations du monde. Donc voilà ce qu'envisagent les Européens, c'est plutôt pas mal parti. Alors il va falloir faire un effort supplémentaire parce que si on poursuit sur cette trajectoire, on fera en 2050, on aura fait moins 40%, alors qu'on veut faire moins 80%. Et faire moins 80%, c'est faire ça. C'est faire notre part de ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle, vous le savez sans doute, le facteur 4. Alors derrière tout ça, les choses ne vont pas s'organiser exactement de la même manière. Il y a un secteur sur lequel vont se concentrer beaucoup des contraintes que nous évoquons, qui est le secteur électrique. Le secteur électrique qui est très émetteur au niveau européen, notamment parce que plus on va vers l'est je ne sais pas où est l'est, mais c'est pas grave. Plus on va vers l'est de l'Europe, plus on va trouver, à commencer par l'Allemagne, des pays charbonniers. Alors lorsque vous êtes en Pologne, n'en parlons pas. Et le secteur électrique, à l'horizon 2050, il devrait être pratiquement décarboné en totalité. Donc il y a un challenge extraordinaire, notamment parce qu'en 2050, on n'a pas la garantie d'avoir des systèmes de stockage qui permettent de combiner des renouvelables et du stockage et de se passer totalement des énergies fossiles.
Dans d'autres domaines, l'industrie, le transport, et le transport notamment, on a l'intuition qu'on aura besoin encore de carburant liquide, qu'on aura eu des difficultés à s'en passer. Et donc, si on doit continuer à émettre du CO2, c'est plutôt dans ce domaine qu'on devra encore émettre du CO2. Et puis, vous voyez que dans la partie secteur résidentiel et tertiaire, eh bien, il y a un sacré effort qui est à faire, qui est un peu moins spectaculaire, mais à peine que l'effort qui doit être fait dans le domaine électrique. La Commission européenne, donc ça naturellement c'est les perspectives qui sont tracées par la Commission européenne et puis actées naturellement par les chefs d'État, donc il y a beaucoup de démocratie et donc de complexité derrière tout ça, ça doit se décliner dans chacun des 28 États membres. Donc la loi sur la transition énergétique à la française, c'est la déclinaison française de cet objectif. Pour faire le lien en termes économiques, la Commission européenne nous dit que chaque année, entre 2010 et 2050, il faut investir 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros, 300 milliards d'euros, on en a entendu parler dans la presse ces derniers temps, c'est le plan Juncker. C'est les investissements liés au plan Juncker. Eh bien, la transition énergétique, c'est investir en Europe 300 milliards d'euros chaque année. Alors, vous verrez un peu plus loin qu'il y a des méthodes pour ça et que ces montants ne doivent pas nous effrayer. Mais enfin, bon, c'est quand même un peu d'argent. Mais pour une Europe qui a du mal à croître, pour une Europe qui a du mal à trouver des nouveaux domaines d'investissement, pour une Europe qui a un peu loupé la révolution des technologies d'information, naturellement on est tous connectés, etc. Mais la capitale mondiale des technologies d'information, je ne sais pas si elle est en Chine, je ne sais pas si elle est aux États-Unis, en Californie, en tout cas elle n'est probablement pas en Europe. Avec cette stratégie, on a les moyens d'ancrer, notamment autour de vos métiers, des savoir-faire et du leadership au niveau européen. C'est pas gagné parce que si on regarde tout ça dans une vision d'ingénieur, on sait que finalement cette belle vision globale européenne, elle est déclinée dans chaque État membre. Et il n'y a pas de raison intellectuellement, dans une vision d'ingénieur, c'est pas ma formation, je ne suis pas ingénieur, mais il n'y a pas de raison que 28 transitions dans chaque État membre, ça fasse une belle transition globale. Et on voit déjà le bazar avec les Allemands, etc. Tout ça donne lieu, par exemple, à des moments sur les marchés gros d'électricité, vous le savez sans doute, à des prix négatifs. On est en train de fermer massivement en Europe des centrales à gaz, alors qu'on sait qu'on va en avoir besoin dans la transition. Donc la transition à l'européenne, elle ne se passe pas de manière aussi harmonieuse qu'avec les belles couleurs qu'on a là. C'est plus compliqué. Enfin, il faut s'accrocher parce que faire ce looping, eh bien, c'est pas simplement des technos à inventer, c'est des technologies naturellement, mais c'est la manière de les déployer, c'est des systèmes de régulation, c'est des systèmes de taxation, c'est de l'acceptabilité sociale, c'est le type de discussion qu'on a entre nous. Parce que tout particulièrement en France, le moins qu'on puisse dire, on en discutait tout à l'heure dans la gare, c'est que le modèle français extrêmement performant le modèle français a conduit nos concitoyens à s'éloigner des questions énergétiques et à penser que finalement au XXe siècle, on avait résolu en France toutes les questions énergétiques. À peu près l'état d'esprit dans lequel on est. Les générations qui nous ont précédés, j'ai des souvenirs, moi à nouveau, je ne vais pas tout le temps vous parler de ma petite enfance, mais j'ai des souvenirs des préoccupations qu'on pouvait avoir en matière énergétique, qu'ont pas mes enfants, qu'ont pas mes étudiants, et donc on redécouvre là ces histoires de Grenelle d'environnement, puis de transition énergétique, puis de prix qui montent, qui baissent, etc. Et autour de nous, et vous devez le voir dans vos métiers, nos interlocuteurs, vos interlocuteurs, très souvent n'y comprennent rien, sont totalement perdus, parce qu'on a perdu derrière tout ça, naturellement, des savoir-faire, et puis parce qu'on pensait que le XXIe siècle, ça allait être le siècle des technologies d'information, et toutes les questions de matières premières et d'énergie, eh bien, elles étaient restées au XXe siècle. Donc on a perdu de la compréhension, etc. Et tout ça ressurgit très très vite dans le débat public. La précarité énergétique, on pensait avoir résolu tout ça au XXe siècle, ça monte énormément, notamment sous l'effet de la crise, mais parce qu'on va voir que certains des prix, notamment les prix d'élect, ont vocation plutôt à monter. Et donc on revoit surgir cette question d'énergie et on n'était pas du tout préparé. Donc la transition, c'est aussi prendre le temps du débat. Le débat sur la transition, il a duré 2 ans, finalement c'était plutôt pas mal, il n'y avait pas d'urgence, ça allait plus vite. Ça a plutôt quand même été un débat de spécialistes. Et donc il faut maintenant expliquer, notamment dans la rénovation thermique, c'est un point qui est absolument essentiel,
il faut que les gens qui vont devoir décider, donc ça peut être des bailleurs sociaux à monsieur, madame, tout le monde, et une compréhension de la manière dont les choses se passent dans le système pour prendre de bonnes décisions. Alors, si on veut, avant de parler de prix, on va y arriver un peu plus loin, si on veut évoquer une bonne nouvelle, finalement on sait à peu près comment faire. Alors sauf qu'on sait à peu près comment faire au niveau global, au niveau local, à chaque fois c'est plus compliqué. Mais là vous avez, donc on est dans des domaines dans lesquels il y a beaucoup de scénarios à long terme. Vous avez évoqué en présentant, Eric, les prix tout à l'heure, des projections de prix. Derrière tout ça, il y a des scénarios de prix à long terme. Parce que dans le domaine énergétique, et vous le savez bien, on fait des investissements à long terme. Très souvent, il y a des durées de vie de plusieurs décennies. Pour un barrage électrique, hydroélectrique, c'est une centaine d'années, etc. Moins généralement dans d'autres investissements, mais donc on est dans l'obligation de se projeter sur le long terme. Et là, il y a des longs termes qui peuvent être très différents. La courbe qui est en bas, donc là, vous connaissez déjà cet axe, c'est celui des gigatonnes, donc des milliards de tonnes de CO2, et puis en bas, on a remplacé l'échelle du PIB qui était là par l'échelle du temps qui nous est plus confortable. Et donc cette courbe qui est là, et on la connaît, c'est la courbe du looping. C'est la courbe, en fait, pour être plus précis, dite du 2 degrés, c'est le scénario du 2 degrés, c'est-à-dire c'est les émissions de CO2 en particulier qu'on va pouvoir s'autoriser si on veut que la concentration de CO2 dans l'atmosphère ne conduise pas à une augmentation de la température de plus de 2 degrés à la fin du siècle. Alors vous savez sans doute que tous les gaz à effet de serre n'ont pas la même durée de vie dans l'atmosphère. Le problème, donc le méthane, par exemple, a un pouvoir d'effet de serre très fort, bien plus élevé, 25 fois plus élevé que le CO2. Il a une durée de vie, vous corrigerez éventuellement, de 2-3 décennies, je crois, dans l'atmosphère. Le problème du CO2, c'est que sa durée de vie est de 3 siècles dans l'atmosphère. Donc, en venant en voiture les uns et les autres, y compris moi en venant de la gare, eh bien, on a du CO2 qui va être encore là dans 3 siècles. Donc c'est important naturellement de prendre des décisions et de prendre les bonnes le plus rapidement possible. Donc on connaît cette courbe, l'autre on la connaît moins, mais c'est la courbe de la réalité, c'est-à-dire des politiques, de ce qu'on observe à l'heure actuelle en termes de consommation et en fait et d'émissions. En fait, les niveaux d'émissions vont plutôt dans cette direction. Alors je vous avais annoncé une bonne nouvelle, venons-en à la bonne nouvelle, parce que là il y en a plutôt des mauvaises. La bonne nouvelle, c'est que finalement, si on doit déployer tout ça, on a à peu près la moitié de l'effort qui est à faire, qui relève de déploiement de technologies de production bas carbone. Donc là, vous avez des renouvelables, donc c'est de l'éolien, du photovoltaïque, vous avez du biofuel, vous avez du nucléaire pour les endroits où c'est admis, et puis vous avez également du CCS, donc vous savez sans doute que c'est la capture et séquestration de carbone. L'idée est plutôt maligne, très compliquée à mettre en œuvre, mais c'est de dire que ce qui est embêtant en tant que tel, c'est pas la combustion, c'est le fait que le résultat de la combustion soit émis dans l'atmosphère. Mais si on parvient à trouver des techniques pour remettre, capturer sous terre de manière bien hermétique le CO2 au lieu d'émettre dans l'atmosphère, et bien à ce moment-là, on peut utiliser largement, y compris le charbon, y compris le pétrole. Encore une fois, le gaz est un peu à part parce que le gaz, c'est l'énergie fossile de la transition, la seule qui soit acceptable. Mais on pourrait se permettre également, y compris de garder les très mauvaises comme le charbon, si on parvenait à capturer. Pour vous donner... vous avez compris que j'étais là aussi pour vous faire parler, vous parlez assez peu, donc je vais reposer des questions. Vous allez moyennement sortir à la première question, je tiens à vous le dire, donc ça sent un peu la session de rattrapage. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'années de charbon qui sont, c'est ce que nous disent les géologues, qui sont sous terre par comparaison à une année de consommation au niveau mondial? Au niveau français, ça... Pardon? 200. 500. Allez. 5000. Un peu plus bas quand même, mais 5000, c'est la meilleure réponse qu'on ait entendue pour l'instant. On est à 3000 ans. On est à 3000 ans de charbon. Alors ça ne veut pas dire que tout charbon, il pourra être extrait dans des conditions économiques qui sont soutenables, etc. Mais ça veut dire que si on regarde le charbon, le gaz, c'est, disons, 3-4 siècles, le pétrole, probablement 2 siècles. Donc par rapport au problème, à la problématique qui était face à nous, pensait-on, pendant les chocs pétroliers, on pensait voir venir la dernière goutte du dernier litre, du dernier baril de pétrole. En fait, notre problème, c'est pas ça du tout aujourd'hui. Des énergies fossiles, il y en a partout. Pas loin ici, on a effectivement, alors du charbon il en reste, on va
pas l'exploiter, mais il y a du gaz de mine qui, lui, peut avoir une valeur. Sous mon université à Paris, à 3 ou 4 000 mètres, il y a du pétrole de schiste, sans doute dans des quantités assez importantes sous le bassin parisien, et puis du charbon, il y en a partout. Et donc ça veut dire que toute cette histoire, elle est très très compliquée, parce que le débat au XXe siècle, c'était les énergies renouvelables face aux énergies non renouvelables. On avait peur de se heurter à la fin du monde des énergies fossiles, et donc c'est la raison pour laquelle il nous fallait des énergies qui se renouvellent. Mais maintenant qu'on sait que du charbon, on en a pour 3 millénaires, ça peut pas être le débat, la menace de non-renouvellement. Imaginons qu'en 3500, on n'ait plus de charbon. Et alors, c'est pas sur cette base qu'on peut prendre aujourd'hui des décisions. Donc le débat s'est transformé entre les énergies carbonées et les énergies non carbonées. Et donc le charbon propre, par exemple, s'il est séquestré, capturé, si les émissions reviennent sous terre, eh bien, peut étonnamment devenir une énergie bas carbone. Donc tout ça va nous faire un beau bazar, parce que là-dedans, on a de l'éolien et du photovoltaïque, on s'attend à le trouver, mais selon le déploiement de tel ou tel type de technologie, on peut éventuellement se retrouver avec un grand retour des énergies fossiles, avec de meilleurs usages, et notamment en les capturant. Donc, en tout cas, 50% de l'effort va dans la production, et 50% de l'effort va dans une question dont on va reparler durant nos échanges, qui est la question de l'efficacité. Aujourd'hui, on s'est posé assez peu de questions. Finalement, les énergies étaient, jusqu'à une période assez récente, assez peu chères, y compris et surtout peut-être dans un pays comme la France, dans lequel, du fait du nucléaire, on a eu tendance, on a accès parmi les Européens à une des électricités parmi les moins chères, même si on va voir que le prix de l'électricité aujourd'hui ne couvre pas nécessairement les coûts de l'électricité, c'est ce qui est un vrai problème. En tout cas, jusqu'à maintenant, on a assez peu raisonné en termes d'efficacité. Ça tombe bien parce que vos métiers reposent sur l'efficacité, donc il y a de beaux marchés à dire, sauf que c'est pas évident, naturellement, de passer d'une logique dans laquelle c'était pas vraiment le problème. On adaptait le volume de production aux besoins, et maintenant il va falloir violemment, et ce qui nous est dit, donc derrière tout ça, on a l'Agence internationale de l'énergie qui doit, j'imagine, vous fournir les hypothèses de prix derrière Enerprix. Je pose la question, mais comme c'est Enerprix, ça fait un certain nombre de fois que j'assiste à la présentation, donc je connais la réponse. Et donc l'Agence internationale de l'énergie nous dit que 50% de l'effort doit aller dans l'efficacité, donc il faut apprendre à réfléchir en termes d'efficacité. C'est pas du tout évident. Et puis ça tombe pas sous le pas d'un cheval. Gagner en efficacité, c'est au départ faire des investissements. Lorsqu'on fait des investissements, il faut faire du calcul économique, c'est ce à quoi sert l'outil qui nous a été présenté tout à l'heure. Et donc ça veut dire que notamment, y compris pour l'investissement, pour l'efficacité énergétique, il faut avoir une idée du gain qu'on va réaliser et de la durée de retour sur investissement, parce qu'il va s'agir d'être plus efficace pour consommer moins d'énergie fossile, ou il va s'agir d'investir dans de l'éolien en substitution de l'énergie fossile. Et derrière tout ça, on a très souvent une grande inconnue qui est les prix futurs, qui sont les prix futurs des énergies fossiles. Alors, 2-3 éléments à nouveau de contexte avant de basculer vers les prix. Alors le problème de toute cette histoire qui est là, c'est que si on veut basculer là-dessus, nous on est dans un environnement dans lequel assez naturellement, on n'a pas des consommations d'énergie, y compris d'élect, qui croissent de manière explosive. On est plutôt stable, on est plutôt même en décroissance, et pas uniquement du fait de la crise. Mais le monde qui est autour de nous, c'est un monde qui est très différent. Notamment, donc là, ce beau camembert, c'est un camembert qui représente la manière dont la croissance des consommations énergétiques, alors ça ne dit pas la manière dont cette énergie va être produite. On pourra avoir de l'énergie décarbonée, de l'énergie carbonée, etc. Et c'est pour avoir une petite idée de la pression de la demande. Et donc on nous dit qu'entre grosso modo maintenant et 2035, eh bien, 2/3 des consommations énergétiques additionnelles vont venir d'Asie. Pas très étonnant. Mais ça veut dire que en 2035, si vous faites l'addition, donc l'unité sont des millions de tonnes équivalent pétrole, l'addition de ce qui sera
consommé en termes énergétiques aux États-Unis, en Europe et au Japon, donc dans les pays de l'OCDE, eh bien, ça plus ça plus ça fait à peu près l'équivalent de la Chine. Donc la Chine va peser en termes de consommation d'énergie primaire l'équivalent de la partie la plus riche du monde à l'heure actuelle. Donc ça frappe les esprits. Ça veut dire que, à nouveau, réaliser le looping, c'est pas évident, parce que réaliser ce looping, c'est plus simple naturellement si on parvient à courber également les demandes, les consommations énergétiques, mais comme à l'intérieur de ces pays, par exemple, et à nouveau, l'Agence internationale de l'énergie nous dit que entre maintenant et 2035-2040, le parc automobile, par exemple, va être multiplié par 3 ou 4. Donc, nous, de notre côté, notre problématique, c'est comment passer de véhicules avec un taux d'équipement qui est très très élevé, de véhicules thermiques moins énergivores, passer vers de l'hybride, passer éventuellement vers du véhicule électrique. Et donc, on voit les gains qu'on peut réaliser, mais il est évident que si la substitution, c'est de passer du vélo à un véhicule, même très efficace, le véhicule très efficace émettra de toute façon toujours plus de CO2. Si vous regardez l'Afrique, par exemple, on en a peu parlé, eh bien l'Afrique aujourd'hui, il y a 400 ou 500 millions de personnes qui n'ont pas d'accès à l'électricité. En Inde, vous avez 300 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, dès lors que ces gens accèdent à du développement économique, accèdent à des choses qui nous paraissent d'une grande évidence et auxquelles on ne réfléchit même plus, c'est-à-dire une connexion électrique, eh bien les consommations augmentent, et derrière tout ça, il y a la menace d'avoir des consommations qui soient adossées à des modes de production par énergie fossile. Voilà. Si on doit encore se préoccuper, il faut qu'on comprenne l'histoire qui est derrière cette slide. Donc là, vous avez différents pays qui sont classés selon qu'ils sont exportateurs de pétrole. Donc lorsqu'on est là, on est importateur de pétrole. Et lorsqu'on est là, on est importateur de gaz ou exportateur de gaz. Donc par exemple, la Russie exporte du gaz et exporte du pétrole. C'est le taux, c'est le rapport entre ce qui est produit, plutôt ce qui est consommé, et ce qui est exporté. Et donc nous, en Europe, on importe pratiquement la totalité du pétrole, il en reste un peu en conteneur, mais de moins en moins. Et donc entre maintenant et 2035, on va aller pratiquement à 100% d'importation de pétrole, et puis en gaz, on va passer de 60% à 80%. Ça, on le sait, on s'y prépare. Donc ça nous renvoie à la question de l'efficacité. C'est important de faire de l'efficacité parce qu'on peut se permettre d'être de plus en plus dépendant, à la condition en volume de consommer de moins en moins. D'accord? Donc si le taux de dépendance monte, mais qu'en volume on consomme en particulier beaucoup moins de pétrole, eh bien on parviendra à gérer les tensions sur la sécurité d'approvisionnement. Et la plupart des pays, la Chine, l'Inde, etc., vont dans une direction qui est celle de la dépendance de plus en plus. Donc ça veut dire que nous, les Européens, on va être en concurrence avec les Chinois. On le voit apparaître par exemple sur le gaz, avec l'Asie de manière plus générale pour nos approvisionnements en pétrole et en gaz. Alors jusqu'à maintenant, tout ce monde est stabilisé par les États-Unis. C'est probablement qu'il y a des zones du monde un peu étranges, en particulier le détroit d'Ormuz, à l'intérieur duquel passent à peu près 15 millions de barils par jour dans le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est tout petit, c'est tout près de l'Iran. On n'a pas les meilleures relations du monde avec l'Iran, qui, une fois tous les 6 mois, menace de boucher le détroit d'Ormuz. Ça ne se fait pas parce que la 5e flotte américaine des porte-avions est basée dans le détroit d'Ormuz. Et donc, le flux sanguin, si on peut dire, du pétrole continue à circuler. Alors, que va-t-il se passer à l'avenir? Regardez la trajectoire américaine du fait du pétrole de schiste, du fait du gaz de schiste. Il est possible qu'ils seront de moins en moins dépendants. En gaz, c'est sûr. En pétrole, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais tout ça, ça annonce un monde qui est nouveau. Parce que qui va assurer la police dans le détroit d'Ormuz? Est-ce que c'est le Charles de Gaulle? On peut avoir quelques doutes là-dessus. Est-ce que c'est les Chinois? Personne n'en a la moindre idée. La seule idée qu'on peut avoir, c'est que derrière tout ça, on a un monde en termes géopolitiques, en termes de rapport de force, qui est sans doute très différent du monde des décennies derrière nous, qui ont été, disons, plutôt gérés par la puissance militaire américaine. Donc ce monde pourrait être très différent. C'est une raison aussi de changer, réduire la dépendance aux importations d'énergie fossile,
C'est pour sauver le monde, ça on l'a compris, c'est pour recréer un modèle de croissance, c'est aussi pour avoir la paix. C'est aussi pour avoir la paix, parce que quand on est une série de petits pays comme les Européens, sans doute de moins en moins puissants militairement à l'avenir et de moins en moins, avec de moins en moins de ressources en énergie fossile, eh bien, on a tout intérêt à avoir des doubles vitrages, pour dire les choses simplement, avoir des véhicules thermiques qui soient efficaces, etc. Parce que c'est notre mode de société qui est menacé par ces questions d'approvisionnement à l'avenir. Alors ça tombe bien, on a une belle loi. On a une belle loi avec des tas de solutions, et donc disons maintenant quelques mots sur ce que prévoit la loi. Donc la loi, elle nous dit déjà moins 40% de gaz à effet de serre en 2030, très spectaculaire. Bon, c'est simplement l'engagement européen. Donc là, on ne va pas plus loin, que l'engagement européen, on est aligné sur l'engagement européen. Qu'est-ce qu'on peut dire? Un tiers de l'énergie que nous consommons sera renouvelable dans 15 ans. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 15%. Donc faire x2, même un peu plus de x2 en l'espace de 15 ans, là pour le coup, et puis on n'est pas nécessairement les plus avancés en matière d'énergie renouvelable, là il y a un vrai challenge. Moins 30% de consommation d'énergie fossile en 15 ans, là il va falloir se retrousser les manches, parce que schématiquement, en Allemagne, si on veut faire ce type d'effort, il y a une ressource extraordinaire dont on peut commencer à se passer assez rapidement, c'est le charbon. Pas facile, mais en tout cas c'est le charbon. Nous, du charbon, on n'en utilise pas, pratiquement plus. Donc on ne va pas pouvoir puiser dans le charbon. On peut se dire, on va réduire le gaz. Alors c'est embêtant, parce que le gaz, c'est la seule énergie qui soit fossile, qui soit peu émettrice de CO2, et qui en plus soit assez flexible dans ses usages. Une centrale à gaz, ça marche comme une chaudière à la maison, et nous sommes sponsorisés aujourd'hui par une entreprise qui a une expertise dans ce domaine, donc ça s'allume et ça s'éteint à la main. C'est plus compliqué, mais enfin, grosso modo, c'est très flexible. Donc le gaz, c'est bien pour se combiner avec des énergies renouvelables qui, elles, sont intermittentes. L'énergie éolienne, il faut du vent, l'énergie photovoltaïque, il faut du soleil, il n'y en a pas la nuit, il faut qu'on s'adapte par rapport à ça. Et donc la flexibilité, elle est offerte par le gaz. Donc ça veut dire que du gaz, on va avoir du mal quand même à le diminuer dans le mix énergétique, parce que c'est une source d'énergie qui va nous accompagner dans la transition. Donc ça veut dire qu'une partie importante de cet effort, il va falloir le faire sur le pétrole. Donc c'est le fuel, et puis c'est le pétrole pour la mobilité, donc ça veut dire notamment faire un effort tout à fait spécifique d'investissement dans le parc de véhicules, quelle qu'en soit la nature. Donc derrière tout ça, il y a des coûts qui sont assez conséquents. On considère que notre part de l'effort, la transition énergétique française, ça va coûter chaque année entre 30 et 50 milliards d'euros. Il faut les considérer non pas comme un coût, comme une dépense au sens de dépense d'exploitation, c'est une forme d'investissement. Donc là, il y a des trucs qui sont quand même sacrément corsés. Là, on est en 2050, divisé par 2 notre consommation d'énergétique en 2050. Ça, c'est sacrément... ça va être un sacré défi également. L'intérêt, c'est que l'horizon est plus lointain. 2050, c'est assez loin. Et donc, ça laisse la possibilité de voir apparaître de nouveaux types de technologies, de gagner drastiquement. On ne sait pas ce que la recherche et un certain nombre de nouvelles technologies nous réservent à cet horizon. Donc ça, finalement, divisé par 2 les consommations d'énergie en 2035, c'est peut-être moins difficile que de réduire les consommations d'énergie fossile de 30% en 15 ans. Et puis là, il y a un tout petit truc, là je ne sais pas comment on va faire, en tout cas la loi ne le dit pas, c'est un objectif, vous savez dans quelles conditions cet objectif il a été défini, de passer de 75% à 50% de nucléaire dans le mix électrique. Et la loi se garde bien de dire de quelle manière. La loi ne règle pas la question de la fermeture de Fessenheim, qui est un engagement. Donc derrière tout ça, il y a une grande incertitude sur le coût, sur la manière d'y parvenir. Alors si ce n'est qu'il y a une petite incertitude qu'il faut avoir à l'esprit, on est là en pourcentage. Donc ça va dépendre également de la croissance
des consommations électriques. Et par rapport à ça, il y a deux thèses qui s'opposent. Il y a une thèse qui est notamment portée par les Verts, qui consiste à dire que dans l'effort de réduction des consommations énergétiques, eh bien, on va être conduit à consommer de moins en moins d'électricité. Et puis, d'autres thèses, notamment la thèse de l'EDF, consiste à dire qu'en particulier, si on a des transferts d'usage en matière de mobilité vers la mobilité électrique, à ce moment-là, on aura plutôt une croissance des consommations d'électricité. Je ne sais pas très bien ce qui va se passer, mais si on doit avoir une augmentation de la consommation d'électricité, eh bien, on pourrait converger vers le 50%, sans doute pas en 2025, sans fermer beaucoup de centrales nucléaires. En revanche, si la taille du gâteau est stable ou si elle décroît, ça va être sacrément compliqué, à un horizon aussi proche, de suivre ce type d'engagement. Moi, ma perception, c'est que personne n'y croit vraiment, que les décisions douloureuses dans ce domaine ont été renvoyées à la fin de la mandature, après 2017, et c'est une grande question parce que si on veut laisser de l'espace à d'autres types d'énergie et de diversification, cette question du nucléaire et cette convergence du nucléaire vers 50%, c'est une vraie question. Alors, les prix de l'énergie, de quoi est-ce qu'on parle juste? Écoutez, on va passer rapidement là-dessus parce que l'heure tourne et qu'on va aller très directement, je ne me souviens absolument plus de l'heure à laquelle j'ai commencé. Vous vous en souvenez? Pardon? À moins le quart. Bon, c'est bien, il nous reste du temps. Alors, avant d'en venir à la manière dont le prix se forme dans différentes filières, on va parler en fait pour l'essentiel du pétrole, du gaz et de l'électricité. Quelques mots sur le prix des énergies. Ça ne vous a pas échappé, c'est sacrément compliqué le prix des énergies, parce que lorsqu'on parle du prix des énergies, on ne sait jamais très bien de quoi on parle. Par exemple, le prix du pétrole, le prix du baril, c'est un prix à la production. Ensuite, il est échangé sur des marchés gros. Ensuite, il est transporté, il est transformé, il est distribué. Et lorsqu'on arrive à la pompe, eh bien, on n'achète plus vraiment, on n'achète plus vraiment du pétrole. On achète de l'essence, on achète du diesel, on achète des services de distribution et puis on paye aussi beaucoup de taxes. Donc tout ça pour dire que moi je peux vous parler pendant 1 heure, c'est une menace, du prix du pétrole, je peux vous parler pendant 1 heure du prix de l'essence, mais c'est pas la même conférence. Voilà. Donc le prix du pétrole, le prix des énergies fossiles, et puis on pourrait dire la même chose naturellement sur le mètre cube de gaz, sur le kilowattheure. Il suffit de retourner la facture de gaz pour voir notamment ce que les taxes pèsent, ce que le transport et la distribution pèsent. Donc pour dire que lorsqu'on parle du prix des énergies, par facilité, souvent on parle du prix du gaz, on parle du prix du pétrole, on parle du prix de l'électricité, mais finalement, à l'intérieur de l'espace de l'électricité, du pétrole, du gaz, on a finalement toute une série de prix. Voilà, ça ne vous aura pas échappé, donc je gagne un peu de temps pour en passer à la suite, et notamment à des dimensions qui sont des dimensions économiques. Là, on a essayé de comparer, donc on est dans des comparaisons du prix annuel moyen TTC pour un consommateur résidentiel. Vous avez du gaz naturel, vous avez de l'électricité, vous avez du fioul domestique, vous avez de l'essence, et on a essayé de moyenner tout ça avec un équivalent en euros par mégawattheure, de telle manière qu'on puisse établir des comparaisons. Donc, première observation, on n'a pas les mêmes niveaux en euros par mégawattheure. Là, on est quelque part aux alentours de 70. Alors ça ne capture pas pour le fioul domestique là, les événements tout récents et la baisse du prix du pétrole. Donc on n'est pas dans les mêmes niveaux. Si on compare le gaz et l'élec, là on est à 70, là on est à 130. Premièrement. Deuxièmement, le contenu en taxe n'est pas le même. Donc la fiscalité, elle est en haut, vous allez la trouver ici. Là, il y a le poids du pétrole brut, si on le ramène en euros par mégawattheure. Et puis là, pour l'essence, eh bien, on a des taxes, on le sait, certaines sont proportionnées au prix du pétrole, d'autres sont fixes.
qui pèse à peu près 50%. Donc c'est une manière d'enfoncer le clou et de se dire, attention, de quoi parle-t-on? Si on parle du prix de l'essence, c'est ça. Si on parle du prix du pétrole, c'est tout autre chose. À peu près la même histoire, mais cette fois déclinée dans le temps et avec des comparaisons entre en bleu l'électricité, le propane, le chauffage urbain, le fioul domestique, le gaz naturel qui est en vert, et puis les granulés. Et l'idée, c'est d'essayer de voir le profil que prennent ces différentes courbes sur une dizaine d'années. Cette dizaine d'années, elle est intéressante parce qu'on verra un peu plus loin lorsqu'on va se pencher sur le marché du pétrole, qu'il s'est passé des choses assez extraordinaires dans les années 2000, et en fait le monde énergétique profondément a changé dans les années 2000. Et on le voit là, par exemple, sur le prix du fioul domestique. Le prix du fioul domestique, il ressemble étrangement, et c'est pas étonnant, bien sûr, à l'évolution du prix du pétrole, donc avec une augmentation, une rupture qui est due à la crise, et puis une augmentation à nouveau, et ces derniers temps, même si on ne voit pas là, plutôt une baisse. Vous avez ici le prix du gaz. Donc le prix du gaz, il a une petite ressemblance avec le prix du pétrole, parce que dans la formule de détermination du tarif du gaz, eh bien, le pétrole entre en ligne de compte, on verra un peu plus loin qu'il y a les contrats de long terme, les contrats qui nous lient avec les Russes par exemple, eh bien, il y a une formule de détermination du prix qui dépend en partie du prix du pétrole. Donc ça augmente moins violemment. Ça augmente plutôt dans une direction qui ressemble à celle du prix du pétrole. Il y a le même type d'inversion, mais les mouvements sont des mouvements beaucoup moins violents. Et on a un troisième type de... Donc là, pour le propane, eh bien, on n'est pas surpris de constater qu'à un niveau plus élevé, on se retrouve avec des variations qui ont un lien de familiarité avec celles du fioul domestique. Et puis, il y a l'électricité. Alors, l'électricité, c'est intéressant parce qu'on a des phénomènes par palier, par petites marches. Et ça monte tout doucement, mais ça fait quand même un petit paquet de petites marches sur une dizaine d'années. Et puis surtout, il n'y a aucune inversion. Il n'y a aucune inversion. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment du temps sur 10 ans où les mécanismes qui vont déterminer la formation du tarif de l'électricité pour les ménages, où ces mécanismes sous-jacents se modifient pour conduire à une baisse du prix de l'électricité, et on s'efforcera d'expliquer un peu plus loin pour ça. Si on globalise tout ça et si on a une évolution de la facture moyenne annuelle de chauffage, en se focalisant sur le chauffage, qui est le lieu de concurrence entre un certain nombre de ces énergies, donc le gaz naturel est toujours en vert, l'électricité est en bleu, le fioul est en rouge, et puis le propane, il est en orange. On observe différentes variations qui viennent refléter celles qu'on a vues précédemment. Donc sur l'électricité, eh bien ça monte sûrement et gentiment, mais ça monte. Et on voit que comparativement sur le gaz, ça monte, et puis tout récemment, donc on est sur une période qui est une période bien plus courte naturellement, ça va de 2011 à 2014, on voit la petite inversion qui apparaît là en toute fin de courbe. Donc ça donne quand même sur 10 ans une idée des différentiels, pour revenir à ce que nous disait tout à l'heure Eric sur Enerprix, des différentiels de compétitivité, si on peut dire, en particulier pour les ménages ou dans le tertiaire, liés au sous-jacent en termes d'évolution des prix de ces différentes énergies qui sont en concurrence. Ça, c'est la même histoire, mais globalisée. Globalisée, elle est aussi intéressante parce que la transition énergétique, ça va constituer à taper dans une partie de l'argent qui va vers ces différentes filières pour le recycler, pour financer autre chose, notamment l'efficacité énergétique, qui va détendre notre dépendance vis-à-vis de ces différentes ressources. Si on regarde les carburants, entre 1970, donc là on est en milliards constants, on est... Non, je ne vais pas commenter ça parce que j'ai un petit doute, et on va passer vers d'autres choses qui sont là et qui sont plus parlantes, et qui racontent en fait la même histoire. Donc là, vous avez... Donc on est en milliards d'euros constants. Donc on peut les comparer au fil du temps. On a ce que nous a coûté à différents moments, par exemple au moment des premiers chocs pétroliers, l'augmentation de nos importations, nos factures d'importation de pétrole et de gaz.
Et donc on était au plus haut, après le deuxième choc pétrolier, on était aux alentours de 55 milliards. Il y avait un peu de charbon encore à l'époque et il n'y en a plus, ou pratiquement plus depuis. Le contre-choc pétrolier, il est là, et tout à coup, on voit une espèce de bouffée d'air, mais qui n'est pas forcément un cadeau sur le long terme, parce qu'on a relâché nos efforts de chasse au gaspillage. On s'est mis à payer tout ça, finalement, à des prix qui sont assez voisins de ceux qu'on avait au début des années 70, avant le premier choc pétrolier. Et puis, patatras, à partir de 2000, des nouveaux phénomènes entrent en scène, et ces nouveaux phénomènes, c'est notamment un éléphant qui arrive sur le marché pétrolier, qui s'appelle la Chine. Il y a un petit éléphant derrière qui s'appelle l'Inde. Et le marché du pétrole, c'est un marché, c'est-à-dire que lorsque la demande augmente très fortement et que la production ne suit pas dans les mêmes proportions, eh bien les prix augmentent. Et donc on a un troisième choc pétrolier qui arrive là, un troisième choc pétrolier qui nous ramène, sauf que c'est un choc de demande, c'est pas un choc qui est géré par l'OPEP, c'est la réalité du marché qui s'impose du fait du développement économique des pays émergents. Et on remonte au point de départ, et on remonte même plus haut qu'au point de départ. On est aujourd'hui aux alentours de 65 milliards d'euros d'importation de pétrole et de gaz. Pour l'essentiel de pétrole, la partie gazière, elle est en bas et elle pèse assez peu, de l'ordre d'une dizaine de milliards d'euros. Donc comparativement, c'est pas là qu'est l'essentiel du problème. L'essentiel du problème est sur le pétrole. Et pour vous donner un ordre de grandeur, ce qui est en train de se passer sur le prix du pétrole à l'heure actuelle, ça devrait nous permettre de gagner 5, 6, 7, 8 milliards sur cette facture. Donc c'est pas rien, sauf qu'il y a de bonnes raisons de penser que ça ne va pas durer très très longtemps. Donc le modèle économique de la transition, il est là, c'est recycler une partie de ces dépenses. En plus, c'est des dépenses annuelles. Je vous ai dit tout à l'heure que pour financer la transition énergétique, on allait avoir besoin d'un investissement annuel de l'ordre de 30 à 50 milliards. Chaque année, nos dépenses en matière pétrolière sont désormais entre 60 et 70 milliards d'euros. Donc là, on a une source de financement, si ce n'est qu'il faut des modèles économiques pour recycler tout ça. Et notamment, il faut, et on le voit bien pour les ménages, il faut au départ une capacité d'investissement pour amorcer le mouvement. Alors par grande filière, bon là on a le charbon, écoutez, je vous propose de gagner du temps en passant le charbon. L'idée derrière le charbon, c'est qu'on est sur un marché mondial qui est plutôt un marché concurrentiel. Et donc ces marchés concurrentiels, c'est pas très intéressant. Et puis surtout, ce qui n'est pas très intéressant, c'est qu'on n'est plus un pays charbonnier, ni en termes de production, ni en termes de consommation. Alors ça devient plus intéressant sur le marché du pétrole, compte tenu de ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc ce qui se passe à l'heure actuelle, et allons directement à la courbe. Donc ça, c'est une courbe de ce matin, et qui remonte à 2003. Si on était remonté un peu avant 2003, donc 2003, on est à une base de 26 $. Si on était remonté avant 2003, on serait remonté jusqu'à à peu près 10 $ du baril. 10 $ du baril à la fin des années 90. Donc là, on a une explosion, ni plus ni moins. C'est la poussée des émergents. On monte jusqu'à précisément 148 $ le baril. Là, c'est l'effet crise. Donc, je vous avais dit que la crise, c'est une formidable machine à moins émettre de CO2. On consomme moins, le marché s'effondre, etc. C'est le bazar. Les usines ferment. Et ça s'est traduit de cette manière sur le prix du pétrole. Si ce n'est que l'Europe est restée en crise, les Américains en sont sortis, on ne sait pas très bien, la vérité, vont un peu mieux que nous. Mais le monde autour de nous est un monde qui a continué, où la demande a continué à croître. On disait la Chine, en 2035, va peser autant que l'ensemble des pays de l'OCDE en termes de consommation d'énergie. Et donc c'est ce qui vient expliquer là, le fait que le prix est rebondi moins haut qu'au niveau initial, mais à des niveaux qui étaient jusqu'à il y a quelques semaines. Tout le monde admettait qu'on avait vocation à rester quelque part aux alentours de 100 $. Il y a des éléments nouveaux au cours de ces dernières semaines qui tirent ce prix à la baisse. Alors, ils sont assez compliqués. Si on regarde les choses du côté de la demande, eh bien, ça va plutôt moins bien que prévu en Chine. Donc, ça ne veut pas dire que la Chine consomme moins, ça veut dire que la croissance de la demande chinoise est moins forte que ce qui était prévu. Et puis surtout, il se passe des choses nouvelles du côté de l'offre.
parce que les Américains, qui étaient un pays qui devait importer de plus en plus et produire de moins en moins, fait l'inverse, produit de plus en plus et donc exporte de moins en moins, au point de devenir un producteur aujourd'hui aussi important que la Russie, aussi important que l'Arabie Saoudite. Donc ça, c'est un phénomène qui est un phénomène nouveau. Et l'élément qui s'est produit la semaine dernière, c'est que l'OPEP s'est réuni. Donc l'OPEP est la partie du monde qui, à long terme, va reprendre le pouvoir parce que les réserves sont là-bas et les coûts de production les plus bas sont en Arabie Saoudite. C'est moins compliqué et moins coûteux d'extraire du pétrole en Arabie Saoudite que dans le golfe du Mexique ou en Alaska, etc., etc. Donc à long terme, l'OPEP va reprendre le pouvoir. Aujourd'hui, l'OPEP ne pèse que à peu près un tiers de la production mondiale. Et donc la question s'est posée quand les prix ont commencé à baisser, la question s'est posée de qui allait faire l'effort de réduire sa production pour retourner les cours et faire en sorte que les cours remontent. Donc généralement, c'est la fonction de l'OPEP, et au cœur de l'OPEP, c'est la fonction de l'Arabie Saoudite. Si ce n'est que l'Arabie Saoudite a discuté avec les Russes ont dit, nous on ne veut pas faire d'efforts. Les Américains, de toute façon, ne peuvent pas faire d'efforts parce que c'est des centaines et des centaines de producteurs, donc personne ne peut prendre la décision de produire moins. Et donc l'Arabie Saoudite a dit on ne bouge pas. Et donc dès lors que l'Arabie Saoudite a dit on ne bouge pas, eh bien les prix ont continué, c'est un signal qui a fait que les prix ont continué à baisser. Est-ce qu'il y a des amateurs du Tour de France parmi vous? Vous pouvez lever la main, c'est pas honteux, hein. Voilà, monsieur, donc je vais prendre monsieur à témoin. Du Tour de France ou du cyclisme de manière générale. Ce qu'a fait l'Arabie Saoudite, c'est un peu ce qui se passe dans une échappée en fin de tour, en fin d'étape. Il reste 10 km, etc. Et la question est de savoir qui doit prendre le relais. Qui doit prendre le relais. Vous savez que quand vous êtes à vélo, quand vous êtes à l'avant du peloton ou à l'avant d'un groupe d'échappée, si vous êtes devant, c'est de l'aérodynamique, eh bien vous prenez plus de vent, vous faites plus d'efforts. Et donc l'Arabie Saoudite, habituellement, et le producteur qui fait cet effort, c'est-à-dire qui prend plus que les autres parce que ses réserves sont importantes, ses coûts de production sont faibles, sa population est moins importante qu'en Algérie par exemple, etc. Il y a moins de pression démographique. Et donc, généralement, l'Arabie Saoudite est le coureur le plus puissant qui peut se permettre de protéger derrière lui les autres coureurs. Et là, l'Arabie Saoudite a dit « je ne prends pas de relais ». Et donc, tout le monde a perdu 10 km/h et c'est ce qui s'est passé sur le prix du pétrole. Alors, qu'est-ce que ça nous annonce? Ça nous annonce la quasi-certitude que pendant, tous ces braves gens vont se revoir dans 6 mois, etc., ils se voient à peu près 2 fois par an, probablement durant l'année 2015, les prix vont rester des prix plutôt bas. Parce que les décisions qui ont été prises par les producteurs, il y a peu de chances que ce soit spectaculairement modifié. Et puis parce que du côté de la demande, il y a peu de chances que l'Europe se mette à croître formidablement et à demander à consommer plus de pétrole. Il y a peu de chances également que la Chine, la conjoncture en Chine ou en Inde se retourne. Donc pendant une année, on a des prix du pétrole sans doute assez bas. Et donc on va se dire, super, les prix du pétrole sont bas, contre-choc pétrolier, on va penser que c'est la même histoire que l'histoire qu'on a vue pendant 2 décennies, les années 80 jusqu'à la fin des années 90. Et en fait, il y a de bonnes raisons de penser que la suite de l'histoire va être très différente. Parce que, finalement, ce coup de semonce par l'Arabie Saoudite, c'est un coup de semonce qui introduit de l'incertitude sur le marché pétrolier. Et sur le marché pétrolier, ce qu'il faut faire, c'est lever des milliards de dollars pour financer des projets à long terme, aux États-Unis ou ailleurs, dans des environnements dans lesquels les coûts de production sont élevés. Et donc, si on n'a pas de bonnes raisons de penser que le prix du pétrole va rester aux alentours de 100 $, eh bien, il est possible que les financiers soient plus frileux et que beaucoup de projets ne trouvent pas de financement. Et beaucoup d'entre eux ont vu leurs coûts de financement, les coûts d'investissement augmenter, les coûts de financement, c'est-à-dire les taux d'intérêt appliqués, augmenter. Et tout ça, c'est pas très très bon pour cette industrie à long terme. Donc il est possible que l'Arabie Saoudite ait fait un investissement. Ça peut jouer aussi en Russie. Les Russes vont perdre sur une année à peu près 100 milliards de dollars. Donc ça va probablement affaiblir également la Russie. Donc tout ça pour dire qu'il y a de bonnes raisons de penser que
si on doit se revoir dans 2 ans par exemple, eh bien, on est plutôt à parler du prix du pétrole à 120, à 140 que du prix du pétrole à 40. Voilà, c'est une prévision, je ne prends pas beaucoup de risques. Hein. C'est quand même une fourchette assez large. Mais donc, tout ça pour dire que, attention, n'anticipons pas, et notamment dans des prévisions de prix sur des projets qui pourraient être des projets dans lesquels vous mettez en concurrence de l'électricité, du gaz et du fioul, n'anticipez pas que nous avons devant nous une nouvelle phase longue sur le marché du pétrole et donc sur le prix du fioul, dans lequel ce serait bas. Je pense que assez rapidement, à l'horizon d'1 an, il y a de bonnes raisons de penser que ça devrait remonter. Alors, le prix du gaz. Comment est-ce que ça se forme, le prix du gaz? Déjà, le prix du gaz, il faut avoir à l'esprit que le gaz, c'est gazeux. Jusque-là, ça va. Et donc, le fait que ce soit gazeux, ça conduit à transporter le gaz plus difficilement que le transport du pétrole. Le pétrole peut se transporter, naturellement par pipeline ou par bateau, sans forme de transformation. Alors que pour transporter le gaz, c'est plus compliqué. Si on veut le transporter, je ne sais pas, d'un continent à l'autre, eh bien, ça suppose de le liquéfier sous haute pression, à l'arrivée, donc de le mettre dans des méthaniers qui sont des bateaux très coûteux, etc. À l'arrivée, de le regazéifier, de le remettre à l'intérieur de réseaux de transport par tuyau. Donc tout ça, ça conduit finalement à avoir, au lieu d'un beau marché mondial, si on peut dire, pour le marché du pétrole, avoir des marchés régionaux. Et on observe aujourd'hui, la fourchette est un peu large, mais en tout cas aux États-Unis, on est dans des ordres de prix qui sont 2 fois et demi inférieurs à ceux d'Europe. En Asie, on a, parce que la demande locale est plus forte, les ressources locales sont plus faibles, eh bien on a des prix qui sont 3-4 fois plus élevés que ça n'est le cas aux États-Unis. Donc ces différences, ce sont des différences tout à fait considérables. Et donc là, vous avez les explications qui vont bien derrière tout ça pour permettre de comprendre comment se forme précisément à l'intérieur de chacune de ces zones le prix du gaz. Ce n'est pas le genre de choses à l'intérieur desquelles on va entrer. Là, le temps risque de nous manquer, mais ce qui est important, notamment pour bien comprendre la concurrence internationale, c'est de se dire, sur le marché du pétrole, il y a un prix. Le prix du pétrole, alors c'est un poil plus compliqué que ça, mais en tout cas, lorsqu'on parle du prix du pétrole, on voit à peu près ce dont on parle. Pour le prix du gaz, eh bien, on a des prix du gaz et qui sont plutôt établis sur une base régionale. Alors, si on se concentre sur la zone qui nous intéresse, comme nous sommes à l'intérieur d'une zone dans laquelle la production locale se réduit rapidement, en France par exemple, depuis décembre 2013, la production du gisement de Lac, quelque part ici, s'est arrêtée, donc on n'est plus producteur de gaz, alors qu'il y a une période du temps où nous étions un producteur avec pas mal d'autoconsommation, eh bien on est conduit à importer du gaz, et on est conduit notamment et assez massivement à importer du gaz tuyau, donc qui nous vient par de grandes infrastructures. Celles qui viennent de Russie traversent le continent sur des milliers de kilomètres. Il a fallu les financer, et pour les financer, assez souvent on a recouru à un modèle qui est un modèle de contrat de long terme. De contrat de long terme parce qu'il fallait des engagements des entreprises qui importaient. Donc à une époque, cette entreprise c'était le Gaz de France, ou c'était EDF, GDF. Eh bien, ces importations ont conduit à prendre des engagements sur le long terme, donc dans le cadre de contrats de long terme. Je précise ce point parce que, pour des raisons diverses, à l'intérieur de ces contrats de long terme, j'ai déjà mentionné tout à l'heure, le prix du gaz dépend en partie du prix du pétrole. Dépend en partie du prix du pétrole et donc pas uniquement de l'offre et de la demande de gaz. Et c'est le modèle qui a été retenu pour être sûr qu'il y ait suffisamment de gaz qui circule à l'intérieur de ces tuyaux. La raison c'est la suivante, on ne pouvait pas se permettre qu'au bout des tuyaux, eh bien, notamment les producteurs d'électricité disent on a besoin de moins de gaz parce que le prix du pétrole a baissé et donc on va faire tourner les centrales au fioul plutôt, on va utiliser des centrales au fioul plutôt que des centrales au gaz. Donc on avait besoin de sécuriser les quantités. C'est la raison pour laquelle on a des contrats de long terme dans lesquels le prix
du pétrole pèse sur le prix du gaz. Ça veut dire que, même si c'est moins le cas aujourd'hui que par le passé, ça veut dire que le phénomène qui est là, s'il devait durer un certain temps, eh bien on va finir par le retrouver dans les tarifs du gaz qui sont là, et donc la baisse du prix des tarifs du gaz pour les particuliers qui étaient représentés ici va être encore accentuée pour quelque temps par le prix les variations du prix du pétrole. Ça veut dire aussi que ça peut remonter également pour les mêmes raisons, enfin, compte tenu des variations du prix du pétrole à l'avenir. Ce qui est important aussi pour anticiper à l'avenir les évolutions du marché du gaz, c'est d'avoir à l'esprit que le monde gazier est en train de basculer. C'est un monde dans lequel on extrait jusqu'à maintenant uniquement du gaz dit conventionnel, donc dans de beaux réservoirs sous une forme assez classique. On a vu apparaître aux États-Unis, mais ça pourrait être le cas dans d'autres zones du monde qui sont délimitées là, du gaz dit non conventionnel, c'est-à-dire qui est disponible sous une forme différente, encore pris dans la roche à 2, 3 ou 4 km, et qui est extrait par fracturation hydraulique. Cette fracturation n'a pas posé de problème, en tout cas de mise en œuvre aux États-Unis. Ça peut poser d'autres problèmes, en tout cas ça s'est développé assez rapidement aux États-Unis. On sait qu'en France, il y a pour le moins de la prudence et la fracturation hydraulique est bannie. Mais gardons bien à l'esprit que ce monde dans lequel on sait qu'il y a un peu partout du gaz, c'est un monde dans lequel on pourrait voir de nouveaux équilibres énergétiques à l'avenir. Par exemple, aux États-Unis, ces développements du gaz, ça a conduit à réduire assez significativement les usages du charbon à l'intérieur pour la production d'électricité. Dernier élément, il faut bien avoir à l'esprit que de la même manière que pour le pétrole, lorsque on achète de l'essence, on achète finalement toute la chaîne de valeur qui conduit à la pompe qu'on met à l'intérieur du réservoir. En matière gazière, c'est naturellement la même histoire, donc il faut payer la production en amont, le réseau de transport, où là vous avez un méthanier qui apporte sous la forme liquéfiée ce gaz, donc il y a des coûts, et ce sont des coûts qui sont des coûts assez significatifs. Les coûts d'approvisionnement sont de l'ordre, mais là ça peut varier parce que l'amont bouge de l'ordre de 60%, et le reste, eh bien, c'est pour alimenter les coûts hors approvisionnement, le reste de la chaîne de valeur. Je vais passer rapidement sur les TRB dont on a dit quelques mots tout à l'heure, pour parler de l'électricité, notamment parce que la concurrence que vous allez devoir analyser dans vos prévisions de moyen long terme, c'est souvent la concurrence entre de l'électricité, du gaz, du fuel également, comme on l'a dit précédemment. Et donc il faut essayer de comprendre comment se forme le prix de l'électricité, puis ensuite on en viendra à quelques conclusions. Donc le prix de l'électricité se forme sous cette manière qui est très très bizarre. La grande différence avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est que pour produire de l'électricité, on a en concurrence ou en complémentarité des tas de moyens de production. Et on essaie de gérer ce système de la manière la plus efficace possible d'un point de vue économique. Et donc on va faire entrer en scène les moyens de production qui ont les coûts d'activation, c'est-à-dire le coût de production d'une unité supplémentaire le plus faible. Donc là, vous avez du vent. Pourquoi? Parce que dès lors que votre éolienne est là, produire, donc naturellement c'est très coûteux de la bâtir, mais dès lors qu'elle est là, produire une unité, 1 kWh de plus ou 1 MWh de plus en tant que tel, il y a des coûts additionnels qui sont des coûts très très faibles. Et donc, ce qui est là, ça coûte très peu cher, donc on va l'utiliser en premier. L'hydroélectricité au fil de l'eau, c'est pareil. Donc ce n'est pas des barrages, ce sont des turbines qui sont alimentées par le flux de l'eau qui s'écoule. Et donc il n'y a pas de raison de ne pas utiliser cette électricité qui est dite fatale. Elle est produite, soit on la connecte au réseau, soit elle ne sert à rien et elle est perdue à tout jamais. Ensuite, on a du nucléaire, et ensuite, on voit apparaître d'autres moyens de production, et donc on va appeler, en fonction de la demande qui est là, on va appeler des moyens de production de plus en plus coûteux. Donc là, en Europe, malheureusement, aujourd'hui, ce qui vient généralement après, c'est du charbon, parce que le prix du CO2 est un prix qui est assez bas, et au niveau européen, c'est totalement fou. On devrait pouvoir virer le charbon de la production européenne. C'est encore présent et même plus compétitif que le gaz, parce qu'il y a du charbon américain qui nous est arrivé, le prix du charbon a baissé, et parce que le prix du CO2, qui devrait renchérir le charbon,
n'est pas suffisamment élevé. Et ensuite, on appelle d'autres éléments de production, et bien du gaz, et puis l'hydroélectricité qui sort des grands barrages. Donc tout ça pour dire qu'on a naturellement un grand système, et tout ça, ça ne se stocke pas, ou ça se stocke pas sous forme électrique, sous forme d'eau. Donc le fonctionnement de ce grand système est un fonctionnement qui est assez compliqué, fondamentalement différent de la manière dont fonctionne un système gazier, mais là je ne vous apprends rien. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, parce qu'on a vu qu'il y avait une augmentation par petits paliers, mais tout de même qui indique bien une direction, et surtout sans retournement, du prix de l'électricité. Si on regarde entre 2012 et 2017, c'est ce que nous dit la CRE, donc la Commission de régulation de l'énergie, eh bien on devrait passer à peu près de ce niveau à ce niveau-là. Au cœur de tout ça, on a les coûts de l'énergie qui vont augmenter. C'est quoi? C'est par exemple les coûts du nucléaire. On a le TURP. Le TURP sont les tarifs d'accès au réseau de transport et réseau de distribution, parce qu'il va falloir réinvestir dans ces domaines. Lorsqu'on crée un réseau qui permet de mailler de l'électrique, du photovoltaïque et de l'éolien, eh bien c'est pas exactement le même réseau que pour délivrer de l'électricité à partir de centrales nucléaires. On a des coûts commerciaux, on chatouille un peu EDF là-dessus en disant qu'EDF pourrait faire mieux. Donc il y a une petite augmentation, et puis il y a la CSPE, donc la CSPE on la trouve derrière, c'est la péréquation tarifaire, le fait que si vous êtes en Corse ou si vous êtes dans l'île de Sainte, toute petite île au large de la Bretagne, eh bien vous payez les legs de la même manière parce que la solidarité nationale joue, il y a de la cogénération, il y a de l'éolien, il y a du photovoltaïque, et donc on voit que la part qui augmente le plus fortement par rapport au passé, c'est le développement des renouvelables, et puis on a un certain nombre d'autres choses, notamment ce qu'on appelle les dispositions sociales, qui est un élément de lutte contre la précarité énergétique. Et quelle que soit la manière dont on considère tous ces éléments, eh bien, il n'y a aucune raison à l'avenir. Les coûts du nucléaire ne vont pas baisser. Les coûts associés au déploiement des renouvelables, il n'y a aucune raison que ça baisse. Les coûts d'investissement dans le réseau, il n'y a aucune raison que ça baisse. Donc dans vos modèles, vous allez devoir faire varier différemment, selon votre perception, l'augmentation du prix des legs, mais il n'y a aucune raison, et c'est un coup de tonnerre dans le modèle français, il n'y a aucune raison que les coûts de l'électricité et donc le tarif de l'électricité, les prix de l'électricité baissent à l'avenir. Alors là, pour le coup, je ne me suis pas beaucoup avancé sur le prix du pétrole, etc., mais sur le prix des legs, encore une fois, c'est une certitude qui est une certitude dictée par la technique. Sur le nucléaire, par exemple, vous savez, vous voyez les chiffres qui circulent à propos de Flamanville. La Cour des comptes a fait une analyse de l'évolution des coûts du parc actuel, donc il n'y a pas de raison, il n'y a absolument aucune raison que ça baisse. Alors, quelques questions additionnelles et en guise de conclusion. Ce que vous avez là, donc on a parlé de prix jusqu'à maintenant, de prix du pétrole, de prix du gaz, de prix du charbon, rapidement, de prix de l'électricité. Il y a un prix qui est bien un prix énergétique ou qui est relié au système énergétique dont on n'a pas parlé, c'est le prix du CO2. Vous savez qu'en Europe, on a un marché qui conduit à déterminer un prix du CO2. Vous savez que dans l'essence, on a des niveaux de taxes assez élevés qui ne portent pas le nom de taxe carbone, mais qui sont de la taxe appliquée sur des énergies fossiles, qu'on va retrouver également dans le tarif du gaz. Et donc en Europe, le pari qui avait été fait, c'était de créer un marché sur lequel les grandes entreprises se voient donner l'autorisation d'émettre du CO2 en réduisant progressivement ces autorisations pour les conduire à faire des efforts qui sont en ligne avec le moins 80% à l'horizon 2050. Sauf que, au moment où on l'a mis en service, le prix de la tonne de CO2 était, disons, entre 20 et 35 € la tonne. Aujourd'hui, on n'est pas très loin de l'endroit où on était là, à la mi-2013, on est aux alentours de 5 € la tonne. Donc, lorsque vous devez financer un projet à long terme sur une dizaine d'années, sur une vingtaine d'années, vous n'allez pas vous dire, en tout cas, vous ne savez pas de quelle manière vous pouvez intégrer le prix du CO2. En tout cas, retenez que pour l'avenir, notamment via des taxes, il est assez probable que la fiscalité des énergies va évoluer en fonction de leur mérite en termes d'émissions de CO2. C'est un peu compliqué à mettre en œuvre dans une période de crise parce que personne ne veut entendre de taxes, donc modifier une taxe quelle qu'elle soit
de toute façon, c'est totalement inacceptable. Si les choses s'apaisaient, il y aurait de bonnes raisons, par exemple, de plus taxer le fioul que le gaz à l'avenir, compte tenu, encore une fois, de leurs mérites respectifs en termes d'émissions de CO2. Autre question, là vous avez Linky, là vous avez son cousin Gaspard. Donc, vous connaissez bien Linky probablement, on le voit apparaître dans différents endroits. C'est le compteur communicant qui va conduire à organiser des réseaux électriques à l'intérieur desquels on va avoir une circulation d'informations en temps réel et bidirectionnelle, c'est-à-dire du consommateur vers le système et du système vers le consommateur. Qu'est-ce qui va se passer à partir de là? On ne sait pas très bien. Ce que l'on sait, c'est l'expérience d'Internet, c'est que lorsqu'on modifie à l'intérieur d'un système, quel qu'il soit, les flux d'informations, ce système finit par se modifier. Et donc, ce qu'on va sans doute voir apparaître devant nous, on est plutôt dans les années 2020, dans l'année 2015, c'est progressivement la disparition de la notion de tarif, la disparition de la notion de prix, pour l'apparition d'une notion de prix dynamique. Qu'est-ce que c'est qu'un prix dynamique? Je vous donne un exemple. Je crois que c'est le 9 février 2012. Il y a eu on était au terme de la période de froid en Europe. J'imagine qu'à Nancy, vous avez dû bien cailler. Au terme de 3 semaines, l'eau dans les barrages avait considérablement baissé. Le gaz n'arrivait plus en Allemagne à partir de Russie, etc., etc. Et donc sur les marchés gros d'électricité, on s'est trouvé avec des prix gros qui ont monté à 2000-2500 € du mégawattheure. C'est-à-dire 40 ou 50 fois plus que le prix à certains moments. Tout un chacun chez nous, si on avait eu l'information nous disant ne consommez pas, ça coûte très cher, et on va vous redonner une partie de l'économie qui sera réalisée, on aurait sans doute eu, EDF et nous, une bonne affaire à faire. Sauf que, techniquement, ce n'était pas possible d'avoir ce type de signal, et ça n'était pas possible de bâtir une offre qui soit une offre dans laquelle les prix d'électricité sont susceptibles de varier en fonction des tensions dans le système. Il y a des moments où l'Europe est envahie d'électricité produite à partir du vent ou à partir du soleil. À ce moment-là, il n'y a aucune raison de se restreindre et de ne pas consommer. Il y a d'autres moments, la nuit, l'hiver, dans lesquels il va falloir, en France, faire appel à des centrales au fioul, faire appel aux quelques centrales à charbon qui nous restent et aux centrales à charbon qui restent massivement en Allemagne. À ce moment-là, il vaut mieux trouver une solution pour moins consommer et donc d'avoir des prix qui soient des prix variables. Eh bien, ça va être une manière de répondre à ces types de tensions. Donc, c'est la question dite de l'effacement. On va pouvoir la faire dès lors qu'il y aura ce type d'outils. Ça va être une révolution, naturellement, parce que le monde autour de nous, tous nos concitoyens, ont été biberonnés autour de tarifs. On ne s'est pas préoccupé des prix. Les seuls prix qui montrent les fracas du monde, c'est le prix à la pompe. Et le prix à la pompe, il est toujours bizarre, il est toujours inacceptable. Si on voit apparaître le même genre de choses avec des variations plusieurs fois dans la journée à la maison, il va falloir un temps d'adaptation. Et il y a peut-être des modèles d'affaires à bâtir autour de ça. C'est ce qu'on voit dans certains pays. En Californie, par exemple, c'est déjà des choses qui fonctionnent. Et puis, finalement, une fois que j'ai dit ça, je voudrais terminer par ces quelques couleurs. Bon, on a beaucoup parlé de prix parce que on m'a fait venir pour ça. On a vu que les prix en tant que tel est un objet compliqué à appréhender et que pour l'appréhender finalement, le prix arrive au bout d'un système qui est un système extrêmement compliqué. Il l'était déjà dans les années 70, il l'est plus encore aujourd'hui du fait de la transition énergétique qui fait apparaître des moyens de production nouveaux, qui fait apparaître assez massivement la nécessité de financer des efforts d'efficacité, qui fait apparaître par moments sur les marchés gros d'électricité des prix très élevés, mais aussi à d'autres moments des prix négatifs. Des prix négatifs. Le week-end, lorsqu'il y a beaucoup de vent et de soleil en Allemagne, lorsque l'électricité tourne moins, les prix peuvent être négatifs sur les marchés gros. On n'expliquera pas tout ça dans le détail, mais c'est quand même une grande bizarrerie. La première fois que vous avez expliqué à vos étudiants comment se forment les prix négatifs, il faut s'accrocher Il faut s'accrocher. Donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de complexité et que finalement, même en prenant le temps, on a du mal
à se sortir de cette complexité. Donc pour donner du sens finalement à toute cette histoire, il faut surtout essayer, en particulier pour un pays comme la France qui a beaucoup de richesses, beaucoup de diversité, de réfléchir autour des systèmes nouveaux qui vont se constituer. Et donc à l'avenir, on pourrait trouver, alors ça tombe mal parce qu'il n'y a pas la mer chez vous pour l'instant, parce qu'avec la montée des eaux, on ne sait pas ce qui nous attend. Mais ce qui est intéressant, c'est d'imaginer que cette transition qui va modifier le lien entre création de richesse et émission de CO2, ça peut conduire à ce type de système. Donc ce type de système, première idée derrière tout ça, il y a beaucoup de ressources locales, il y a probablement beaucoup de valeur ajoutée locale, beaucoup d'emplois locaux non délocalisables, ce qui n'est pas le cas du pétrole. L'essentiel de la valeur ajoutée de l'industrie pétrolière se joue quelque part ailleurs en dehors de chez nous. Ce qui est intéressant, donc là vous avez l'utilisation de déchets ou l'utilisation de la biomasse autour de nouveaux modèles économiques pour les agriculteurs. Vous avez un petit peu d'hydroélectricité au travers de petits barrages, différemment de la grande tradition française qui est de faire de grands barrages. On a un peu de géothermie. Alors naturellement, là c'est un peu la maison témoin. Donc on a tout mis à l'intérieur de tout ça. On ne va pas tout trouver partout. Donc il y a des endroits où on aura suffisamment de vent pour avoir de l'éolien onshore, peut-être offshore, et s'il y a la mer, eh bien, on va utiliser l'énergie des vagues, des marées, etc., etc. Donc tout ça pour dire que cette transition, si on parvient à se saisir de sa complexité, si on parvient à se rendre compte que par rapport à une tradition française dans laquelle on a beaucoup réfléchi, de Paris, du sud de Paris, dans le centre de recherche d'EDF, autour de ces questions, ou à Marcoule autour du programme nucléaire, c'est aussi un moyen pour se ressaisir un petit peu de son destin en matière énergétique. Naturellement, derrière tout ça, c'est truffé d'efficacité énergétique partout. Donc ça peut être une manière de se ressaisir de la question énergétique au XXIe siècle et donc de ne pas être effrayé à l'idée de la voir ressurgir. Voilà à peu près en ayant un peu dépassé, pas trop, mais on peut peut-être encore discuter autour de questions avant de boire un verre et puis continuer ensuite à discuter. En tout cas, voilà ce que je souhaitais vous dire ce soir. Merci beaucoup, monsieur Geoffroy. À présent, je laisse la place à un petit temps d'échange si vous avez des questions à poser sur cette intervention intéressante. Pour ceux qui étaient là à Reims, certains de vos collègues, vous avez vu qu'on a pris 45 minutes de plus qu'à Reims. Mais à Reims, on était dans une brasserie, ensuite on devait boire de la bière, donc c'est pour ça. Vous avez évoqué le compteur intelligent, mais il existe actuellement depuis quelques années au niveau des producteurs, des vendeurs d'électricité, quel que soit le pays, surtout aux États-Unis, des systèmes qu'on appelle des smart grids, c'est-à-dire des réseaux intelligents, et on va proposer aux utilisateurs, c'est-à-dire aux consommateurs, la possibilité de délester, c'est-à-dire quand on va faire le contrat avec eux, on va dire quel est l'équipement électrique qui vous semble le non indispensable dans votre vie courante, c'est-à-dire passagèrement, entendons bien, c'est-à-dire la machine à laver, le sèche-linge, pas le réfrigérateur, parce que ce serait un peu dangereux, mais le lave-vaisselle, et les coffrets électriques, enfin le matériel électrique est déjà disponible domestique, avec ce qu'on appelle des disjoncteurs intelligents, à réarmement à réarmement automatique, c'est-à-dire que quand, dans un secteur particulier, par exemple la région PACA, où l'EDF ne veut pas installer une deuxième, ou plutôt les écologistes ne veulent pas qu'on installe une deuxième ligne à très haute tension, il est prévu, pour qu'il n'y ait pas de coupure, ce que vous avez exprimé tout à l'heure, c'est-à-dire le blackout, il est prévu de pouvoir délester des gens dont, donc d'une certaine consommation électrique assez importante pendant une période
qui sera nécessaire à passer le pic de demande. Alors, des gens, lors d'une réunion que j'avais assistée, ils ont dit, mais c'est de l'intrusion. Alors, je leur ai dit, c'est pas plus de l'intrusion que la commande entre heure creuse et heure pleine. C'est-à-dire que l'EDF possède déjà un moyen de commander votre chauffe-eau, enfin le producteur d'eau chaude sanitaire. Et ça, c'est une solution qui permet, non pas en reversant, vous avez exprimé tout à l'heure en disant si vous avez dit les économies, si vous faites des économies, on vous en reversera une partie. Là, il n'y a même plus de pouvoir, je veux dire, d'intéressement, c'est qu'ils le feront dans l'intérêt du reste du réseau. Alors, merci de votre question parce que ça me permet de préciser ce point. Donc ça, c'est effectivement un compteur communicant. En version anglo-saxonne, c'est un smart meter. Un smart meter, c'est un élément du smart grid et c'est l'élément qu'on va avoir à la maison. Donc c'est un élément qui est tout à fait essentiel parce que c'est là que va passer l'information qui jusqu'à maintenant circule pas. L'information, elle est relevée à la main une fois tous les 2 mois et là, elle va circuler tous les quarts d'heure et elle va circuler de manière bidirectionnelle. Et donc ce que j'indiquais tout à l'heure, mais c'est la même idée que celle que vous soulevez, c'est que dès lors qu'à l'intérieur d'un système, on modifie les flux d'information, potentiellement, on ouvre vers des systèmes qui sont des systèmes très très différents qui vont se transformer. Alors, monsieur vous dit que les contrats qui vont être établis sont des contrats dans lesquels on nous délestera, on fera d'effacement, il n'y aura pas d'intéressement. Moi, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Ce que j'observe, et il se trouve que c'est le sujet sur lequel je travaille le plus, il se trouve que de par le monde, il y a des tas d'endroits qui sont plus avancés que nous dans ce domaine. On n'a pas eu besoin de ça parce que l'efficacité du système français, le parc nucléaire, nous a pas conduit à développer ce genre de choses très tôt. Les Italiens ont développé ce genre de truc au début des années 2000, notamment parce que ça permettait en Italie d'obliger les gens à payer l'électricité. Donc les pays du monde, ou en Californie, on l'a développé assez tôt parce que la Californie avait un système globalement qui était très peu performant, un vieux réseau, beaucoup de production fossile, et donc il fallait avoir des éléments de régulation de ce système, et les smart meters les ont aidés. Et donc, dès lors qu'on modifie le système d'information, eh bien, on ouvre potentiellement sur un système nouveau dont on ne peut pas anticiper aujourd'hui les évolutions. Encore une fois, essayons d'imaginer la perception qu'on pouvait avoir en 2000 de la manière dont allait évoluer notre façon de communiquer, les types de services qui allaient passer par là, et les modèles économiques qui s'y rapportaient, etc. En 2000, si on avait voulu faire des prévisions, on aurait dit sans doute beaucoup de bêtises. Eh bien, en matière électrique, je sais simplement que si ce genre de choses se développe, eh bien, le système progressivement va se modifier. Notamment parce que c'est pas uniquement ça. Ça dépend encore dans la maison. Ça va se déployer d'ici la fin de la décennie. Il y a d'autres acteurs qui sont déjà présents. Vous avez peut-être vu entrer Google via Google Nest, un petit capteur, etc. Et lorsqu'un acteur comme Google entre dans la maison, je ne peux pas imaginer que ce soit uniquement pour des raisons d'intérêt collectif et qu'il n'y ait pas des modèles économiques nouveaux. Donc vous dites qu'il y aura du délestage, moi je dis il y aura effectivement du délestage et il y aura un modèle d'affaires qui sera modifié. Je vous donne un exemple, alors qui n'est pas chez les particuliers, parce que les particuliers n'ont pas ce genre de choses. Il se trouve que j'ai travaillé pour un acteur assez important en termes d'expérimentation dans ce domaine, il s'appelle Carrefour. Et donc il se trouve que Carrefour a fait des investissements dans sa partie froid, dans ses frigos, dans ses congélateurs, qui lui donnent, c'est ce que j'ai découvert à cette occasion, plus d'un avantage par rapport à ses concurrents. Par exemple, chez Leclerc, eh bien, chez Leclerc, chaque patron de Leclerc prend ses décisions d'investissement. Là, chez Carrefour, ils ont pu prendre des décisions transversales. Et donc, ils auront, si vous allez chez Carrefour, vous voyez très généralement des frigos qui se ferment, vous voyez des congélateurs qui se ferment, et donc il y a une très bonne inertie. Premier investissement qu'ils ont fait. Deuxième investissement, ils ont un système d'information qui leur permet de piloter à distance de leur siège qui est dans le sud de Paris le délestage, frigo par frigo, congélateur par congélateur,
de manière centralisée. Et donc, on les a accompagnés, ils se sont efforcés de nourrir le dialogue, notamment avec EDF, pour voir quel type d'offre EDF pouvait leur faire, en essayant de valoriser leurs établissements en fonction des tensions sur les marchés d'eau. Donc il y a bien un modèle économique. Je ne sais pas si ça va arriver jusqu'au particulier. Je sais qu'il y a des parties du monde, notamment aux États-Unis, où ce type de modèle va jusqu'au particulier. J'attire simplement l'attention sur le fait, vous avez raison de signaler, qu'au niveau français, ça va être une double révolution. Premièrement, il y a une sensibilité particulière aux questions d'information, pour des raisons que je ne comprends pas. Chacun d'entre nous a ce genre de truc. Il y a beaucoup d'informations très sensibles là-dessus, beaucoup plus que de savoir à quel moment je prends une douche ou à quel moment je repasse ma chemise. Donc, mais en revanche, on observe, les associations de consommateurs sont arc-boutées, il y a beaucoup de sensibilité à ces questions. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que les ménages, nos concitoyens, ne savent pas ce qu'est un prix de l'électricité. On ne sait pas. Les gens ne retournent pas la facture. On voit bien qu'il y a un tarif, on voit bien qu'il y a des factures avec un montant qu'on est conduit à payer. On connaît le prix à la pompe parce qu'on le voit tous les 15 jours ou tous les mois. On ne connaît pas le prix de l'électricité, on ne connaît pas bien d'ailleurs le prix du mètre cube de gaz. Parce qu'on est dans des logiques de tarifs et puis parce que maintenant c'était suffisamment bas et suffisamment stable pour qu'on ne s'en préoccupe pas. Si on doit entrer dans cette logique de prix dynamique où les prix bougent en fonction des tensions du système, ça va être une révolution dans les esprits, mais bon, il y aura sans doute des entreprises qui vont s'insérer dans ces chaînes de valeur, qui vont proposer des services qui permettront de dire, voilà, on vous déleste, j'allais dire, des problèmes qui sont liés à tout ça, vous allez faire des économies, on les comptabilisera ensemble, on vous en reversera une partie, puis on se paiera peut-être sur la partie que vous aurez économisée. Et ce sera un monde nouveau, mais de la même manière que souvenons-nous qu'il y a 15 ans, on payait le modèle d'affinité derrière tout ça, c'était de la minute de voix, c'est des unités de minutes de voix qu'on payait. Plus personne ne paye de minutes, plus personne ne paye de minutes de voix, plus personne ne paye rien dans le paquet, on paye des données, mais on ne paye pas, surtout pas la minute de voix. Il pourrait y avoir la même modification dans le même, en tout cas l'électricité. Pour le gaz, à mon avis, on va encore payer des mètres cubes de gaz pour un moment. Mais dans les parties électriques, on a équipé des immeubles en vue locative, de la location principalement pour jeunes, et on a équipé dans les bâtiments des bases, et les systèmes électriques sont enregistrés pour des bases, par exemple, 50, 60 € par mois, et le système électronique anticipe et peut couper n'importe quand, il n'y a pas d'heure creuse, il n'y a pas d'heure pleine, on enlève les cumulus, on enlève un convecteur, on enlève des lumières. Et dans les moments difficiles ou par grand froid, ils mettent une carte et là ils ont la valeur réelle de ce qu'ils rechargent. Et aujourd'hui c'est totalement actif, c'est lisible et on peut avoir les données transmises. Et ils ont réellement leur coût électrique. Bien évidemment. Alors la différence entre ce dont vous parlez et ce qui est là, c'est qu'il n'y a pas la communication bidirectionnelle. Donc le système que vous évoquez, c'est un système qui comptabilise des unités. C'est pas très compliqué d'associer ça à un prix parce que le prix, c'est le tarif. Et donc, ce sera différent du système qui sera là parce que dans le système qui est là, il est possible qu'à d'autres moments, le signal soit inverse et ce soit un signal consistant à dire il faut consommer à ce moment. Et ça, on peut pas le dire dès lors qu'on est dans une logique de tarif et qu'on comptabilise des volumes et qu'on envoie des alertes effectivement lorsqu'on atteint les limites de volume qu'on a déterminées. Mais il y a des gains d'efficacité et puis des gains économiques qui peuvent être tout à fait intéressants. C'est juste pour signaler que la logique qui est là pousse les choses un cran plus loin. D'autres questions? Moi j'ai une question à vous poser. Quels sont les deux plus gros exportateurs de gaz en France? Que c'est la Norvège et les Pays-Bas. Est-ce que vous confirmez? Oui, c'est la Norvège et les Pays-Bas, la Russie qui nous... Donc la Norvège et les Pays-Bas, il n'y a aucun problème puisqu'on est pratiquement dans l'Union, même si la Norvège est en dehors de l'Union, donc on a des relations qui sont des relations contractuelles très banalisées
avec la Norvège et les Pays-Bas. Et même avec la Norvège, les contrats de long terme sont des contrats qui sont plus du tout, les nouveaux contrats sont des contrats qui sont plus du tout indexés sur le pétrole, donc les discussions avec la Norvège ont pu évoluer de manière assez tranquille. Nous avons une dépendance vis-à-vis de la Russie qui est assez faible en fait, qui est de l'ordre de 15 à 17%. Et donc ce qui est préoccupant avec la Russie, c'est moins le niveau de dépendance que la perspective de voir monter cette dépendance à l'avenir. Parce que les gisements néerlandais sont des gisements qui sont plutôt en bout de course. Pour la Norvège, il y a un peu plus de profondeur dans le temps, mais enfin, grosso modo, les producteurs, nos fournisseurs avec lesquels on a des relations commerciales très banalisées, sont des fournisseurs qui arrivent un peu en fin de cycle de production, de la même manière qu'on a arrêté nous-mêmes de produire à l'AC. Et donc le temps joue pour la Russie, de la même manière qu'en matière de pétrole, le temps joue pour le Moyen-Orient et pour le PEP, et donc c'est ce qu'il nous faut anticiper. Alors c'est pas une menace pour 2015, c'est plutôt des menaces pour 2030 et après. Mais ça tombe très bien parce que ça laisse un temps d'action et à cet égard, même si je ne vois pas très bien comment dans la loi française on va financer tout ça, en tout cas les objectifs qui sont définis sont des objectifs qui me semblent aller dans le bon sens, qui sont très ambitieux. Bon, si on doit critiquer la loi, on ne trouve pas d'argent dans la loi. Il y a très peu d'argent public et donc on a beau dire que on va créer des effets de levier, etc. On va faire du tiers financement. Bon, il y a un moment, si on n'est pas une impulsion initiale, mais la crise nous en empêche, on va avoir plus de difficultés à démarrer. Vous vous souvenez, je fais un détour par rapport à la question que mais enfin, tout se tient avec tout. Vous vous souvenez que le président de la République, au moment de la première conférence environnementale de septembre 2012, a annoncé l'objectif de 500 000 rénovations thermiques par an, etc. Tout le monde a applaudi en disant c'est génial. C'est vous les professionnels, cette année on va être à combien? On va être à 150 000 je crois. On va être à 150 000. On est très loin, ça ne décolle pas, il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes qui sont liés au fait que il faut qu'il y ait, j'allais dire, une industrie derrière tout ça qui produise cette efficacité thermique. On ne fait pas x3 du jour au lendemain. Donc tout ça va prendre du temps et ça prendra d'autant plus de temps que les ressources publiques en termes de financement sont... mais en tout cas, c'est une manière de répondre à votre question. La réponse aux Russes, c'est l'efficacité thermique dans l'habitat et on doit refaire tout notre habitat sur les tertiaires qui va avec sur les 30 années à venir. D'accord, donc c'est plutôt rassurant de ne pas trop dépendre de la Russie. Et puis d'ici quelques années à venir, on aura du biogaz dans les réseaux, donc la question ne se posera plus, ne se posera moins. Alors, le biogaz, on n'en a pas parlé, mais il faut absolument dire un mot parce qu'il est là quelque part. Hein. Vous avez ici du biogaz. Donc, grosso modo, dans ce domaine, les scénarios dont on dispose sur le long terme consistent à dire que l'utilisation via la voie de la méthanisation, de la méthanation, on ne va pas entrer dans le détail, mais pourrait permettre à l'horizon 2050 de produire l'équivalent de notre consommation de gaz. C'est-à-dire qu'on pourrait garder des utilisations de gaz à un niveau très élevé, mais un gaz qui soit indigène, si je puis dire, qu'on produise alors qu'on n'extrait plus du sous-sol, mais qu'on produise, alors avec naturellement tout l'intérêt qu'on peut trouver dans ces conditions, qui est que si vous produisez du biogaz à partir de filières agricoles ou à partir des déchets, eh bien vous renforcez, vous régénérez le modèle économique de ces filières. Demain, je vais être rendu à parler dans l'assemblée annuelle de l'industrie papetière, qui est une industrie importante sur les questions de recyclage ou de production d'énergie ou de chaleur à partir de déchets. Eh bien, toutes ces questions, alors qui peuvent, dans un certain nombre de cas, conduire à produire du gaz, peuvent être un élément extrêmement important d'autonomisation à l'avenir. Donc tout ça pour dire qu'à long terme, il faudra qu'on regarde, il est possible qu'on garde beaucoup de gaz dans le mix énergétique, et il faudra regarder derrière tout ça si ce gaz vient de Russie ou s'il vient du gaz de mine en Lorraine, qui est une piste, ou du biogaz naturellement par ailleurs. Dans le projet de loi,
Il y a l'idée de développer, les financements ne sont pas très clairs, mais 1500 unités, vous me corrigez éventuellement, de méthanisation. 1500 unités de méthanisation, grosso modo, c'est ça. Merci beaucoup. C'est vrai que l'objectif, c'est d'avoir 70% de gaz à l'horizon 2050, de biogaz. Donc on a un très bel exemple en région, c'est le CIDEM à Forbach, où on réutilise les déchets organiques pour produire du biométhane et l'épurer pour avoir le même pouvoir calorifique que le gaz naturel et l'injecter dans le réseau. Donc c'est vrai que c'est des très belles perspectives d'avenir. Je vous remercie, M. Geoffron, pour cette très intéressante intervention. Je remercie Lestine de nous avoir accueillis dans leurs locaux. Je remercie les CVF. Et enfin, je remercie Chafoto, avec qui nous allons vous offrir un pot de clôture. J'en profite pour faire le lien avec le biogaz. Vous trouverez sur les tables au fond des invitations pour un colloque industrie où le thème, ça sera, on va parler d'économie circulaire, qui est un enjeu aussi pour l'usine de demain. Donc je vous invite à vous servir et vous êtes cordialement invités. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci.